Bienvenue sur Veridox. Ce que vous allez écouter est un récit calme, conçu pour être écouté sans regarder l'écran, afin de vous accompagner vers le sommeil. Si ce format vous aide à vous endormir, vous pouvez vous abonner pour retrouver ces récits chaque nuit. Imaginez un instant, nous sommes en 1902, à Paola, une petite ville de l'île de Malte. Des ouvriers s'affairent sur un chantier de construction banal. Ils creusent des citernes pour un nouveau lotissement. La chaleur est écrasante, la poussière colle à la peau. Soudain, le coup de pioche d'un ouvrier ne rencontre pas la résistance habituelle de la roche calcaire. Il traverse le vide. Le sol se dérobe. L'homme trébuche, regarde par l'ouverture béante qu'il vient de créer. Ce qu'il voit là-dessous n'est pas une simple cavité naturelle. C'est l'obscurité totale, mais une obscurité qui respire, un abîme façonné par la main de l'homme. Que font ces ouvriers? Appellent-ils les autorités? Les archéologues? Non, ils sont terrifiés. Pas par des fantômes, mais par quelque chose de bien plus terre-à-terre. Ils ont peur que le chantier ne soit arrêté, peur de perdre leur salaire. Alors, ils se taisent. Ils dissimulent l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle sous des gravats. Pendant 2 ans, ils continuent de travailler au-dessus d'une nécropole oubliée, ignorant qu'ils marchent littéralement sur les os de 7000 personnes. Bienvenue à Malte, bienvenue dans l'archipel des mystères. Ce que nous allons explorer aujourd'hui ne devrait pas exister. Selon la chronologie classique que vous avez apprise à l'école, les peuples de l'âge de pierre étaient des chasseurs-cueilleurs primitifs, luttant pour leur survie. Ils n'avaient ni ingénierie, ni mathématiques avancées, ni maîtrise de l'acoustique. Pourtant, sur ce minuscule caillou au milieu de la Méditerranée, une civilisation inconnue a érigé des monuments colossaux. Des temples qui étaient déjà anciens, quand les premiers blocs de la grande pyramide de Gizeh ont été posés. Des structures qui précèdent Stonehenge de plus de 1000 ans. Qui étaient ces bâtisseurs? Pourquoi ont-ils construit des machines de pierre capables de manipuler le son et l'esprit humain? Et surtout, où sont-ils passés? Parce qu'un jour, vers 2500 avant Jésus-Christ, tout s'arrête. Plus de construction, plus de rituels, le silence. Une civilisation entière s'évapore, ne laissant derrière elle que des pierres titanesques et des questions sans réponse. Plongeons ensemble dans le ventre de la bête, direction l'hypogée de Hal-Saflieni. Le sanctuaire souterrain. L'hypogée n'est pas juste un trou, c'est un chef-d'œuvre inversé. Au lieu d'empiler des pierres vers le ciel pour toucher des dieux, ces anciens architectes ont creusé vers le centre de la terre. Ils ont retiré, tonne après tonne, plus de 2000 tonnes de roches. Et attention, nous ne parlons pas de galeries de mines grossières, nous parlons d'une architecture négative. Ils ont sculpté, dans la masse, des piliers, des linteaux, des fausses fenêtres, des alcôves, imitant parfaitement leur temple de surface, mais en sous-sol. Le plus effrayant, ils l'ont fait sans métal. Pas de burin en fer, pas de pelle en bronze. Tout ceci a été excavé avec des outils en pierre, en silex, et des pics en bois de serre. Imaginez le travail, la patience maniaque qu'il faut pour évider 3 niveaux souterrains, descendant jusqu'à 10 mètres de profondeur, uniquement en grattant la roche. Le niveau supérieur est le plus ancien, datant d'environ 4000 avant notre ère. C'était une immense cavité funéraire. Mais c'est en descendant que le mystère s'épaissit. Le niveau intermédiaire est un dédale de chambres aux finitions si lisses, si parfaites, qu'on les croirait moulées dans du béton moderne. Les murs sont peints d'ocre rouge, des spirales hypnotiques qui symbolisent peut-être l'arbre de vie ou le flux éternel de l'existence. Mais l'architecture n'est que la coquille. La véritable fonction de ce lieu dépasse la simple sépulture. C'est une machine. La fréquence des dieux. Arrêtez-vous un instant dans la salle qu'on appelle « chambre de l'oracle ». C'est une petite cavité rectangulaire au 2e niveau. À première vue, rien de spécial, une niche dans le mur. Mais si un homme
et seulement un homme, avec une voix grave, parle dans cette niche, quelque chose d'impossible se produit. Sa voix n'est pas simplement amplifiée, elle est transformée. Elle explose dans tout le complexe. Un simple chuchotement dans cette niche peut être entendu distinctement dans les autres salles, à travers des niveaux. Mais il y a plus étrange. Des chercheurs en acoustique ont analysé les propriétés sonores de cette chambre. Ils ont découvert qu'elle résonne à une fréquence très précise, 111 Hz. Pourquoi 111 Hz? Est-ce un hasard géologique? C'est peu probable, car cette fréquence se retrouve dans d'autres chambres mégalithiques, comme à Newgrange en Irlande. Voici où la science rencontre le mystique. Des études en neurosciences, menées notamment par le docteur Ian Cook de l'UCLA, ont testé l'effet de cette fréquence sur le cerveau humain. Les résultats sont stupéfiants. Lorsqu'on est exposé à une résonance de 111 Hz, l'activité du cortex préfrontal se désexcited. Le centre du langage s'éteint. Le cerveau bascule de l'hémisphère gauche, logique, analytique, vers l'hémisphère droit, émotionnel, créatif. En d'autres termes, chanter dans cette chambre mettait littéralement les participants en état de transe. C'était une technologie de l'esprit, sans drogue, sans substance, uniquement par la maîtrise de la pierre et du son. Les prêtres de l'hypogée pouvaient induire des états de conscience altérés. Ils pouvaient programmer l'expérience religieuse. Imaginez la scène. Vous êtes dans l'obscurité totale, éclairé seulement par quelques torches vacillantes. L'air est lourd, humide. Soudain, un bourdonnement grave, viscéral, semble venir de partout à la fois, vibrant dans votre cage thoracique, modifiant votre perception de la réalité. Vous ne savez pas d'où vient la voix. Pour vous, c'est la voix de la terre elle-même. C'est la voix de la déesse mère. La dame endormie et le culte de la mort. Au milieu de ce décor de science-fiction néolithique, on a retrouvé une figurine minuscule mais puissante. La dame endormie. Elle est couchée sur le flanc, paisible, aux formes voluptueuses, ce qu'on appelle stéatopyge, ou aux fesses et hanches exagérées. Elle dort, ou peut-être est-elle morte, ou en transe, justement. Elle incarne le paradoxe de Malte, une obsession pour la fertilité, la vie, la graisse, symbole de richesse et de survie, au cœur même d'un royaume de la mort. Car ne vous y trompez pas, l'hypogée est un charnier massif. On estime que les restes d'environ 7000 individus ont été entassés ici au fil des siècles. 7000 corps. Lors des premières fouilles, c'était un chaos indescriptible. Les os n'étaient pas rangés proprement dans des tombes individuelles. Ils étaient mélangés, fragmentés, noyés dans une boue d'ocre rouge et de terre. Comme si l'individualité n'importait plus une fois la mort passée. On devenait une partie de la masse des ancêtres. Mais parmi ces milliers d'ossements, une rumeur persiste. Une rumeur qui alimente les théories les plus folles depuis un siècle. L'affaire des crânes allongés. C'est ici que nous entrons dans la zone grise, celle où l'archéologie officielle se heurte aux légendes urbaines et aux théories du complot. L'histoire commence avec Sir Thémistoclès Zammit, le premier directeur du musée d'archéologie, un homme de science respecté. Dans ses notes de fouilles du début du XXe siècle, il rapporte une anomalie. Certains des crânes retrouvés dans l'hypogée seraient de type dolicocéphale, c'est-à-dire anormalement allongés vers l'arrière. Il n'en fallait pas plus. Dans les décennies qui ont suivi, des articles sensationnalistes ont commencé à circuler. On parlait de crâne sans suture sagittale, la jonction osseuse au sommet du crâne que nous avons tous. On parlait d'une race de prêtres serpents. Certains sont allés jusqu'à évoquer des origines extraterrestres, suggérant que bâtisseurs de ces temples n'étaient pas humains. La rumeur dit même que ces crânes ont été exposés au musée archéologique de La Valette jusqu'en 1985, avant d'être mystérieusement retirés de la vue du public, cachés par les autorités qui ne voulaient pas qu'on sache la vérité. Alors, qu'en est-il vraiment ? La vérité est à la fois plus simple et plus fascinante. Oui,
Il existe des crânes allongés à Malte, mais ce n'est pas génétique, c'est culturel. De nombreuses civilisations antiques, des Égyptiens aux Mayas, pratiquaient la déformation crânienne artificielle. On bandait la tête des nourrissons dès la naissance, quand les os sont encore malléables, pour les forcer à s'allonger. C'était un signe de noblesse, de distinction, peut-être pour ressembler aux dieux. Ce que ces crânes nous disent, ce n'est pas que des aliens ont débarqué à Malte, c'est qu'il existait ici une caste sociale distincte, une élite sacerdotale, physiquement marquée dès la naissance, séparée du commun des mortels. Ces têtes longues étaient peut-être les seuls autorisés à pénétrer dans le sein des saints, les seuls dont la voix pouvait activer la résonance de 111 Hz. Mais une question demeure, obsédante. Où sont passés tous ces ossements ? Sur les 7000 squelettes estimés, seule une poignée de crânes, 6 pour être exact, sont conservés au Musée national aujourd'hui. La grande majorité a disparu au fil des décennies, perdue, jetée ou détériorée par une mauvaise conservation au début du XXe siècle. Un trésor d'ADN perdu à jamais, qui aurait pu nous dire exactement d'où venait ce peuple. Car ils ne sont pas nés de la pierre, ils sont venus d'ailleurs. Sicile, Afrique du Nord, les théories s'affrontent. Les géants de la surface. Laissons l'obscurité de l'hypogée pour remonter à la surface. Car si le monde souterrain est angoissant, ce qui se dresse sous le soleil brûlant de l'île de Gozo est tout simplement écrasant. Bienvenue à Gigantia. La tour des géants. C'est ici que l'impossible chronologique vous frappe de plein fouet. Ce temple a été érigé vers 3600 avant Jésus-Christ. C'est la plus vieille structure autoportante au monde, plus ancienne que les pyramides, plus ancienne que Stonehenge. Quand les paysans locaux regardaient ces murs au XIXe siècle, ils n'avaient qu'une seule explication. Aucun humain normal n'aurait pu bouger ça. Il mesure jusqu'à 6 mètres de haut. Et rappelez-vous, pas de roue. La roue n'était pas connue, ou du moins pas utilisée pour le transport par ses bâtisseurs. Pas de poulies en métal, pas de bêtes de somme massives comme des éléphants. Comment une société néolithique, isolée sur une île aux ressources limitées, a-t-elle pu mobiliser l'énergie nécessaire pour extraire, tailler, transporter et lever ces monstres de pierre ? L'archéologie conventionnelle propose la théorie des sphères de pierre. On a retrouvé sur les sites de nombreux boulets de pierre, de la taille d'un ballon de foot. L'idée est qu'ils servaient de roulement à billes géants. On glissait ces sphères sous les mégalithes pour les faire rouler. C'est ingénieux, sur le papier. Mais essayez de faire rouler un bloc irrégulier de 50 tonnes sur des boules de pierre, sur un terrain accidenté, en montant une colline. Oui, les temples sont souvent en hauteur. La logistique est cauchemardesque. La pression écraserait les sphères ou les enfoncerait dans le sol, à moins d'avoir des rails en pierre parfaitement durs. Et c'est là que le mystère s'épaissit encore, car des rails en pierre, il y en a à Malte, mais pas là où on les attend. Le scandale de Clapham Junction. Quittons les temples un instant pour nous rendre sur la côte sud de Malte, sur un site appelé Misrach Gar il-Kbir. Les locaux l'appellent Clapham Junction, un surnom donné par un Anglais qui trouvait que l'endroit ressemblait à une gare de triage ferroviaire à Londres. Le sol rocheux est littéralement lacéré. Des centaines de sillons parallèles s'entrecroisent, se séparent. On les appelle les Cartruts, les ornières de chariots. La théorie officielle ? Ce sont les traces laissées par des siècles de passage de charrettes transportant de la terre ou des pierres. Les roues auraient fini par user le calcaire tendre, creusant ces sillons. Affaire classée ? Loin de là. Regardez de plus près. Il y a des détails qui ne collent pas. D'abord la profondeur. Certains de ces sillons s'enfoncent de 60 cm dans la roche. Imaginez une charrette dont les roues sont enfoncées de 60 cm. Les cieux frotteraient contre le sol, entre les deux roues. Impossible d'avancer. Ensuite, l'écartement. Si c'était des véhicules standardisés, l'écartement des essieux devrait être constant, non ? Or, même s'il y a une moyenne autour de 1,40 m, cela varie.
Parfois les traces se rejoignent ou bifurquent d'une manière qu'un essieu rigide ne permettrait pas. Mais le plus troublant, c'est où elles vont. Certaines de ces traces démarrent de nulle part. D'autres grimpent des pentes à 45 degrés, une inclinaison impossible pour un chariot chargé tiré par des bœufs. Et le coup de grâce, certaines pistes foncent tout droit vers le bord des falaises de Dingley et continuent dans le vide, ou plongent directement dans la mer Méditerranée. Qu'est-ce que cela signifie? Si les traces continuent sous l'eau, cela voudrait dire qu'elles ont été tracées à une époque où le niveau de la mer était beaucoup plus bas. Mais pour trouver un tel niveau marin, il faut remonter à la dernière ère glaciaire, il y a plus de 10 000 ans, bien avant les temples, bien avant la date officielle de l'arrivée de l'homme sur Malte, 5900 avant Jésus-Christ. Cela bouleverserait toute la chronologie. Une autre théorie, proposée par des géologues de l'université de Portsmouth, suggère que le calcaire maltais, lorsqu'il est mouillé, perd 80% de sa résistance. Des chariots en bois auraient pu, en effet, marquer la roche boueuse. Mais cela n'explique pas les traces qui défient la gravité ou celles qui plongent dans l'océan. Sont-ce des systèmes d'irrigation? Des rails pour des traîneaux de transport de mégalithes? Ou, comme le suggèrent certains chercheurs plus audacieux, les vestiges d'une technologie industrielle que nous ne comprenons tout simplement pas? Malte est un puzzle dont il nous manque la moitié des pièces. Et plus on regarde, plus l'image qui se dessine est étrange. Retournons au temple, car il ne s'agissait pas seulement de déplacer des pierres, il s'agissait de les placer avec une précision astronomique terrifiante. Prenez le complexe de Mnaïdra, situé dans un isolement splendide face à la mer, à quelques centaines de mètres de Hajar-Kim. C'est l'un des plus vieux calendriers solaires de l'humanité. Le temple sud de Mnaïdra est orienté de telle manière qu'au lever du soleil, lors des équinoxes de printemps et d'automne, un rayon de lumière traverse l'entrée principale et vient frapper directement l'autel central au fond du temple. Une ligne, parfaite. Au solstice d'été et d'hiver, le soleil illumine précisément les coins des mégalithes à gauche et à droite de l'entrée. Ce n'est pas à peu près, c'est mathématique. Pour réussir cela, il ne suffit pas d'empiler des pierres. Il faut observer le ciel pendant des générations. Il faut comprendre le cycle annuel du soleil. Il faut des architectes capables de traduire ces mouvements célestes en un plan au sol, puis d'ériger des blocs de plusieurs tonnes pour figer ces alignements pour l'éternité. À Hajar-Kim, c'est encore plus subtil. Il y a un trou elliptique taillé dans une dalle de pierre. Au solstice d'été, au moment précis de l'aube, le soleil passe par ce trou et projette une forme de croissant lumineux, comme une lune, sur une pierre à l'intérieur. Pourquoi transformer le soleil en lune? Quel était le message? Ces gens ne vivaient pas seulement sur une île, ils vivaient dans le cosmos. Leurs temples étaient des horloges géantes, régulant les semailles, les récoltes, mais aussi sans doute les rituels de vie et de mort. Ils avaient lié leur destin aux étoiles. Mais les étoiles ne les ont pas sauvés. C'est ici que l'histoire prend un tournant sombre. Vers 2500 avant Jésus-Christ, au sommet de leur gloire, alors que l'hypogée était complet, que les temples de Tarxien venaient d'être finis avec une sophistication artistique inouïe, tout s'arrête, brutalement. Il n'y a pas de phase de décadence lente, pas de transition douce. La strate archéologique correspondant à la culture des temples s'interrompt. Au-dessus, on trouve une couche stérile, ou les traces d'une culture complètement différente, l'âge du bronze, qui n'a rien à voir. Ces nouveaux arrivants incinéraient leurs morts, au lieu de les enterrer, avaient une poterie différente et surtout, ils ne savaient pas construire de mégalithes. Ils ont réutilisé les temples des géants comme de simples cimetières ou des abris, incapables de comprendre ou de reproduire la technologie de leurs prédécesseurs. Qu'est-il arrivé aux bâtisseurs? Ont-ils été exterminés par une épidémie, une famine causée par une sécheresse climatique soudaine? C'est une théorie solide. Les analyses de pollen montrent que Malte a perdu presque tous ses arbres à cette époque. Déforestation massive pour l'agriculture et la construction, suivie d'une érosion des sols. Une catastrophe écologique auto-infligée. L'île de Pâques de la Méditerranée. Ou bien
ont-ils été envahis? Mais on ne retrouve pas de traces de guerre massive, pas de charniers de bataille. L'hypogée est un cimetière sur des siècles, pas une fosse commune de guerre. Ou alors, une théorie plus effrayante encore, le fanatisme religieux. Certains archéologues, comme le professeur Anthony Bonanno, ont suggéré que la société était devenue top-heavy. Trop de prêtres, trop de temples, trop de ressources consacrées au culte et à la mort, et pas assez à la survie. Une théocratie qui a fini par étouffer sa propre population, exigeant toujours plus d'offrandes, plus de travail, jusqu'à l'effondrement systémique. Imaginez une société qui dépense toute son énergie à construire des machines pour l'au-delà, oubliant de nourrir ceux qui sont ici-bas. L'art de la disparition. Il reste un dernier indice troublant à Tarxien, le complexe le plus récent et le plus décoré. On y a trouvé une statue colossale. Enfin, ce qu'il en reste. C'est la partie inférieure d'une déesse, probablement la Magna Mater, la Grande Mère. Juste la jupe et les jambes, énormes, rondes. Si la statue avait été entière, elle aurait mesuré près de 3 mètres de haut. Mais elle est brisée. Pas par l'érosion. Elle semble avoir été rituellement brisée. Est-ce le signe d'une révolte? Le peuple s'est-il soulevé contre l'élite aux crânes allongés, brisant leurs idoles avant de disparaître? Nous avons parcouru les souterrains sonores de l'hypogée. Nous avons touché les murs cyclopéens de Jagantija. Nous avons suivi les traces impossibles de Clapham Junction. Mais il reste encore tant à voir. Car Malte n'a pas livré tous ses secrets. Il y a des liens étranges avec d'autres civilisations, des symboles qui se répètent à Göbekli Tepe en Turquie, des théories sur l'Atlantide. Et surtout, nous n'avons pas encore parlé de la technologie la plus controversée de toutes. Comment ils déplaçaient vraiment ces pierres? Oubliez les rondins de bois. Il existe des indices qui pointent vers quelque chose de bien plus sophistiqué. Restez avec moi. Nous ne faisons que gratter la surface de la roche. Nous avons laissé en suspens une question qui hante les ingénieurs modernes. Comment? Pas seulement comment ils ont bougé ces pierres, mais comment ils les ont assemblées avec une telle précision qu'on ne pourrait même pas y glisser une lame de rasoir millénaire. Regardez de plus près la maçonnerie de Tarxien. Ici, nous ne sommes pas face à de l'empilement brut comme à Jagantija. Nous sommes face à de la dentelle de pierre. Les blocs sont parfaitement dressés, lisses, ajustés. C'est ce qu'on appelle l'architecture cyclopéenne raffinée. Mais il y a un détail qui change tout. Les trilithons. Ce sont ces structures emblématiques composées de 2 pierres verticales surmontées d'un linteau horizontal. Cela vous rappelle Stonehenge? C'est normal. Sauf que les trilithons de Malte sont là depuis un millénaire avant que les druides anglais ne songent à poser leurs premières pierres. Le plus grand mégalithe de Hadjarkim mesure près de 7 mètres de long et pèse environ 20 tonnes. Imaginez la scène. Vous n'avez pas de grue hydraulique. Vous n'avez pas de poulie en acier trempé. Vous êtes sur une colline, exposée au vent. Il faut lever cette dalle de 20 tonnes à plusieurs mètres de hauteur et la poser délicatement sur 2 piliers verticaux, sans faire effondrer l'ensemble, sans écraser les ouvriers et avec une marge d'erreur de 0. Si le linteau tombe, il se brise. Fin d'histoire. Certains ingénieurs suggèrent l'usage de rampes en terre immenses, qui auraient été démontées ensuite. C'est la théorie égyptienne. Mais où est la terre? Malte est une île rocheuse où le sol arable est précieux, rare, sacré. Aurait-on sacrifié des hectares de terre cultivable pour construire des rampes? C'est peu probable dans une société de subsistance. Il reste la théorie du basculement. On dresse les piliers, puis on construit une structure en bois pour faire pivoter le linteau centimètre par centimètre. Mais cela demande des quantités astronomiques de bois robuste. Or, nous l'avons vu, les analyses de pollen indiquent une déforestation majeure. Ont-ils détruit leur écosystème pour lever ces pierres? Est-ce là la cause de leur chute? Ils auraient littéralement échangé leur survie contre leur foi. Le code des spirales. Mais la prouesse n'est pas seulement physique, elle est symbolique. Entrons plus profondément dans les temples de Tarxien. Si vous passez vos doigts, ce qui est strictement interdit aujourd'hui, mais faisons-le par la pensée, sur les blocs décorés, vous sentirez des reliefs, des spirales,
des centaines de spirales interconnectées, gravées en bas-relief ou piquées dans la pierre. Ce ne sont pas de simples gribouillages décoratifs, c'est une obsession mathématique. Les spirales de Tarxien sont parfaites. Elles s'enroulent et se déroulent, se connectant les unes aux autres dans un flux continu, sans début ni fin. Que signifie-t-elle ? Pour les archéologues, c'est souvent interprété comme l'arbre de vie ou l'éternité, le cycle infini de la naissance, de la mort et de la renaissance. Mais regardez-les avec un œil moderne. Cela ressemble étrangement à des ondes sonores, des ondes d'eau, ou une représentation stylisée des intestins, du ventre de la terre-mère. Rappelez-vous de l'acoustique de l'hypogée. Ces bâtisseurs étaient des maîtres du son. Est-il possible que ces spirales gravées sur le mur des temples de surface servaient de partition, ou qu'elles indiquaient aux initiés comment le son devait circuler dans la structure? À Tarxien, l'art va encore plus loin. On y trouve des frises d'animaux, des chèvres, des taureaux, des cochons, marchant en procession. C'est d'un réalisme saisissant. Cela nous confirme une chose cruciale, le sacrifice. Ces temples n'étaient pas des cathédrales silencieuses pour la prière méditative. C'étaient des abattoirs sacrés. Le sang coulait. On a retrouvé des blocs de pierre percés de trous, probablement pour attacher les bêtes, et des bassins pour recueillir les liquides. L'odeur de l'encens se mêlait à celle du sang chaud et de la graisse brûlée. Le bourdonnement des voix à 111 Hz faisait vibrer l'air. C'était une expérience sensorielle totale, terrifiante et transcendante. L'architecture du corps divin. Prenons de la hauteur. Si vous regardez le plan au sol de n'importe quel temple majeur maltais, que ce soit Gigantia, Hajar-Im ou Tarxin, vous remarquez quelque chose d'étrange. Ils ne sont pas rectangulaires comme les temples grecs. Ils ne sont pas carrés. Ils sont lobés. Ils sont composés d'une allée centrale qui dessert des absides semi-circulaires sur les côtés. Généralement 5 absides, ce qui donne au plan une forme de trèfle. Mais regardez mieux, ce n'est pas un trèfle, c'est un corps. La forme du temple reproduit exactement la silhouette des fameuses statues de la déesse mère retrouvées sur place. L'abside du fond est la tête. Les absides latérales sont les bras et les jambes, ou les hanches larges. L'allée centrale est le torse. Quand les prêtres entraient dans le temple, ils n'entraient pas dans la maison de la déesse, ils entraient dans la déesse. Ils pénétraient son corps de pierre. C'est un concept architectural unique au monde, une biomimétique sacrée. Et cela nous amène à l'une des énigmes les plus persistantes de Malte. Qui était cette déesse? Et pourquoi était-elle si grosse? Les statuettes, comme la célèbre Vénus de Malte trouvée à Hajar-Kim, montrent des corps aux proportions extrêmes. Des cuisses massives, des bras qui ressemblent à des boudins, des hanches titanesques. Pendant longtemps, on les a appelées les Fat Ladies, les dames grasses. On pensait que c'était un culte de la fertilité classique. Dans un monde où la famine guette, la graisse est belle, la graisse est divine. Mais récemment, des historiens de l'art et des médecins ont proposé une autre lecture. Regardez les statues qui ne sont pas des femmes. Car oui, il y a des statues asexuées, voire masculines, qui présentent la même corpulence. S'agit-il d'une représentation réaliste d'une élite malade, une caste sacerdotale qui, gavée d'offrandes et ne faisant aucun exercice physique, car portée sur des litières, aurait développé une obésité morbide? Ou est-ce une maladie génétique liée à la consanguinité insulaire? Ou alors est-ce purement symbolique? La lourdeur pour ancrer la divinité à la terre, pour résister à la mort? La dame endormie de l'hypogée, avec ses formes amples, semble flotter entre deux mondes. Le fantôme de l'Atlantide. Il est impossible de parler de Malte sans aborder l'éléphant dans la pièce, l'Atlantide. Platon a décrit une civilisation insulaire avancée, riche, dotée de temples magnifiques, détruite en un jour et une nuit par un cataclysme. Malte correspond-elle à la description? Regardons les faits archéologiques. Malte est un archipel. Il y avait une civilisation incroyablement avancée pour son époque,
plus que partout ailleurs en Europe. Ils avaient une ingénierie de pierre inégalée, et ils ont disparu brutalement. De plus, les temples de Malte sont les plus vieilles structures monumentales autoportantes de la planète. Cela signifie que Malte est le berceau de l'architecture monumentale. Avant l'Égypte, avant la Mésopotamie, il y avait Malte. Si l'Atlantide est un souvenir déformé d'une civilisation antique réelle, Malte est l'un des meilleurs candidats. Mais il y a un problème, la date. L'Atlantide de Platon aurait sombré 9000 ans avant son époque. Les temples de Malte datent de 3600 à 2500 avant Jésus-Christ. Il manque des millénaires, sauf si les temples que nous voyons ne sont que la dernière phase. Rappelez-vous des Cartruts de Clapham Junction qui plongent sous la mer. Si ces traces datent de la fin de l'ère glaciaire, alors il y avait une activité humaine organisée à Malte bien avant les temples officiels. Une proto-Malte oubliée, engloutie par la montée des eaux, dont les survivants se seraient réfugiés sur les sommets, les îles actuelles, pour bâtir les temples en mémoire de leur monde perdu. C'est une hypothèse séduisante. Elle expliquerait pourquoi cette civilisation semble apparaître de nulle part, avec un savoir-faire déjà complet. Ils n'ont pas appris à tailler la pierre sur place. Ils savaient déjà le faire. D'où venaient-ils vraiment? Les tessons de poterie les plus anciens, ceux de la phase Ardalam, vers 5000 avant Jésus-Christ, ressemblent étrangement à ceux trouvés en Sicile, la culture de Stentinello. Il est donc probable que les premiers colons aient traversé le bras de mer depuis la Sicile visible par temps clair. Mais ce qui s'est passé ensuite est unique. Une fois arrivés à Malte, ils ont coupé les ponts. Ils se sont isolés. Et dans cet isolement, leur culture a muté. Elle est devenue plus intense, plus grandiose, plus bizarre. Comme dans un laboratoire fermé, l'évolution culturelle s'est emballée jusqu'à produire ces monstres de pierre. Mais aucune utopie ne dure éternellement. Revenons à 2500 avant Jésus-Christ, le moment de la rupture. Nous sommes au temple de Tarxien. Imaginez le complexe dans toute sa splendeur. Les feux sacrés brûlent. Mais quelque chose change. L'air est différent. Soudain, la couche archéologique change radicalement. On trouve les traces d'un nouveau peuple. On l'appelle la culture du cimetière de Tarxien. Ces gens sont différents. Ils ont des armes en bronze, dagues, haches, que les bâtisseurs de temples n'avaient pas. Mais surtout, leur attitude envers les temples est choquante. Ils ne réparent pas les structures. Ils ne les vénèrent pas. Ils s'installent dedans. Ils utilisent les ruines sacrées comme abri de fortune. Ils cuisinent sur les autels millénaires. Et pire que tout, ils transforment le temple en cimetière à incinération. Pour les anciens bâtisseurs, l'incinération était impensable. On devait rendre le corps à la terre ou à l'hypogée pour qu'il rejoigne les ancêtres. Ces nouveaux venus brûlent les morts et mettent les cendres dans des urnes. C'est un choc culturel et religieux total. C'est la preuve définitive que la civilisation des temples n'a pas simplement évolué. Elle a été remplacée, effacée. Est-ce une invasion violente? Les porteurs de bronze sont-ils arrivés avec leurs armes supérieures et ont-ils massacré les prêtres pacifiques? C'est possible. L'histoire de l'humanité est pavée de telles conquêtes. Mais il n'y a pas de traces d'incendie généralisé ou de destruction militaire systématique des murs. C'est comme si les temples étaient déjà abandonnés quand les squatteurs sont arrivés. Cela renforce la théorie de l'effondrement interne, la famine, la sécheresse, la révolte. Peut-être que le peuple, affamé, a regardé ses prêtres obèses et ses temples inutiles et a décidé que les dieux les avaient trahis. Peut-être ont-ils simplement cessé de croire. Et quand on cesse de croire, les temples ne sont plus que des tas de cailloux. Secret de la porte dérobée. Avant de conclure ce voyage, il y a un détail à Mnajdra que peu de touristes remarquent. Dans la structure des temples, il y a souvent des trous d'oracle ou des fenêtres basses qui permettent de voir d'une pièce à l'autre sans y entrer. Pourquoi? Parce que l'accès était terriblement restreint. On pense aujourd'hui que le commun des mortels ne pénétrait jamais dans les absides principales.
Le peuple restait dans la cour extérieure, écrasé par la façade massive. Seuls les initiés passaient les portes Triditon, et à l'intérieur, il y avait encore des niveaux de séparation. Des écrans de pierre, des voiles, cachaient le saint des saints. C'était une société du secret. Le savoir, c'était le pouvoir. La maîtrise de l'acoustique, de l'astronomie, de l'architecture était jalousement gardée par une élite minuscule. Et c'est peut-être là la leçon de Malte. Une civilisation qui concentre tout son savoir, toute sa richesse et toute sa main-d'œuvre dans les mains d'une petite élite pour construire des monuments à sa propre gloire, finit inévitablement par s'effondrer. Quand la base de la pyramide sociale ne peut plus supporter le poids du sommet, tout s'écroule. Et il ne reste que les pierres. Aujourd'hui, ces pierres sont là, blanchies par le soleil, fouettées par le vent marin. Si vous allez à Hadjar Kim, au coucher du soleil, quand les touristes sont partis, le silence est lourd. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence qui attend. Les pierres de Malte sont plus qu'une attraction touristique. Elles sont une boîte noire. Elles contiennent les données d'une expérience humaine qui a mal tourné ou qui a réussi au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer avant de disparaître vers autre chose. Les crânes allongés ont disparu. Les statues géantes sont brisées. Les voix de 111 Hertz se sont tues. Mais les questions restent. Qui a tracé les lignes au fond de la mer ? Pourquoi imiter le corps d'une femme avec des blocs de 50 tonnes ? Et surtout, sommes-nous si différents d'eux ? Nous construisons nos propres temples de verre et d'acier. Nous vénérons nos propres technologies. Nous épuisons nos propres ressources. Peut-être que dans 5000 ans, une autre civilisation creusera nos ruines, trouvera nos disques durs illisibles et se demandera « Pourquoi ont-ils cessé de construire ?» Les mystères de Malte ne sont pas résolus, et c'est tant mieux. Car tant qu'il y a du mystère, il y a de la recherche. L'île des géants dort toujours, mais elle ne dort que d'un œil. Si vous vous êtes endormi, la mission est accomplie. Bonne nuit.